Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment passer de 0 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis n'hésite pas aussi à découvrir mon podcast qui s'appelle Scale Myself, sur lequel je donne plein d'autres conseils très activables. Pendant toute mon aventure entrepreneuriale, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, j'ai connu des réussites, j'ai connu des succès, des défaites, j'ai recruté, j'ai dû licencier, j'ai racheté des entreprises. Bref, ça a été les montagnes russes. Et mon objectif, c'est que dans cette vidéo, tu puisses avoir un condensé de mes 4 ans d'expérience entrepreneuriale pour t'éviter de refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire, de te partager toutes les réussites qui te permettront d'avancer beaucoup plus rapidement et facilement dans ton business. Et dans cette vidéo, je vais te partager toute l'histoire de Com, tu auras différents chapitres et le dernier, il te permettra de pouvoir grossir encore plus facilement. Je viens d'une famille honnêtement hyper aimante, je viens d'une petite ville dans le 92. Si je commence par le tout début, honnêtement, j'ai eu une enfance qui était assez extraordinaire. J'ai les mêmes meilleurs potes depuis toujours, ma famille, je les vois H24, ils m'ont apporté tout ce dont j'avais besoin jusqu'aujourd'hui encore à mes 31 ans, et j'avais vraiment un environnement le plus propice pour pouvoir m'épanouir de manière globale dans ma vie. Tout ça, c'était parfait jusqu'au moment où j'arrive au collège puis au lycée. Pendant toutes mes années d'études, j'ai eu du mal à trouver ma place. Honnêtement, le système éducatif français, à mon sens, a encore quelques difficultés pour pouvoir réussir à vraiment pouvoir faire évoluer au plus haut de son potentiel l'intégralité des élèves. Comme j'avais le sentiment de ne pas avoir été compris par tous les professeurs, du coup je me suis senti un petit peu pataugé pendant toutes ces années, j'étais le dernier de la classe, je foutais le bordel plutôt que d'apprendre, et j'ai failli vraiment donner un tournant à ma vie qui n'aurait pas été le bon, et heureusement, lors de ma 3e année d'école de commerce, j'ai réussi à avoir le déclic qui m'a permis de pouvoir entreprendre. Peu importe d'où vous venez, peu importe si jamais vous avez une famille aimante ou non, foutez-vous des regards des gens, faites-vous confiance, c'est ce qui vous permettra de faire la différence. J'ai eu le déclic lors de ma 3e année d'école de commerce où je rencontre un professeur qui me donne l'envie d'entreprendre et qui me dit « Arrête de faire le con, t'as un potentiel, lance-toi ». Et ce qui m'a réellement donné l'envie d'entreprendre, c'est ce professeur mais aussi l'ego. En fait, je commençais à voir certains de mes potes autour de moi qui ont commencé à lancer leur première entreprise et je me rendais compte que l'attention de tous nos potes était portée vers eux. Moi aussi, je pensais avoir le potentiel de pouvoir tout exploser et j'ai cet ego en moi qui était vraiment au fond de moi qui me disait « Toi aussi fais-le pour que les gens puissent te regarder et t'admirer de la même manière qu'ils le font pour ses potes ». Ce qui fait qu'à mes 22 ans, je décide de lancer ma toute première aventure entrepreneuriale avec mon meilleur pote Olivier Ramel et on décide de lancer une boisson relaxante, donc l'inverse des boissons énergisantes comme Red Bull, et en fait de créer une espèce de tisane moderne. Cette toute première aventure entrepreneuriale, elle s'est soldée par une revente après 2 ans d'entrepreneuriat où on a appris, on a itéré, on a développé un produit, on a même réussi à lever des fonds en campagne de financement participatif jusqu'à revendre le brevet de notre boisson à un groupe portugais, ce qui nous a permis de pouvoir faire un petit peu d'argent et de solder ma toute première aventure entrepreneuriale avec une réussite, donc de passer vraiment de rien à quasiment tout d'un coup, et ça m'a vraiment fait comprendre que l'entrepreneuriat, ça allait être ma vocation. Donc j'ai 24-25 ans, je revends ma boîte, j'ai un petit peu d'argent, je suis avec mon meilleur pote et j'ai l'impression d'avoir craqué le milieu de l'entrepreneuriat. Je vous rassure, pas du tout. Je décide avec ces sous de réinvestir mon argent pour pouvoir lancer ma 2e entreprise qui sera une marque de fringues. J'ai l'impression que tous les entrepreneurs passent par là, lancer une marque de vêtements. Et ça a été en fait une catastrophe. Je pensais avoir vraiment tout compris dans l'entrepreneuriat et je me suis dit que j'allais appliquer exactement les mêmes recettes que j'avais fait pour Hilo pour cette nouvelle marque de vêtements. Déjà, j'ai lancé ma 2e aventure entrepreneuriale, pas avec mon meilleur pote, mais avec quelqu'un que je connaissais pas. En fait, j'ai négligé l'importance d'avoir un bon associé et de trouver de la complémentarité dans les personnes avec qui vous allez vous associer demain. Ce qui fait que j'ai un petit peu rushé cette étape où je me suis associé très rapidement sans pour autant comprendre un petit peu la personne avec qui j'allais m'associer. J'ai pas non plus suffisamment analysé le marché. Je m'étais dit que comme j'avais déjà vendu une première boîte, c'est bon, j'avais tout compris que le business plan, l'étude de marché, on en avait rien à foutre. Donc je me suis lancé un petit peu tête baissée sans pour autant être attentif à tous les éléments qui sont importants pour pouvoir correctement réussir. Ce qui fait qu'après 6 mois, je vous passe les détails, mais j'investis de l'argent, du temps, et finalement c'est une catastrophe. J'ai un conflit d'associés, je passe pour un énorme kéké auprès de tous les influenceurs que j'avais sollicités pour pouvoir mettre en avant mon produit, et finalement en fait je me crame. Et je peux vous dire que quand vous passez d'une très grande réussite qui est ici à un énorme échec, la différence vous la ressentez assez vénère et je me suis senti mal pendant des semaines en me disant qu'en fait j'étais moins que rien. Soyez attentifs à tous les éléments qui vont vous entourer pendant les prochaines années d'entrepreneuriat et notamment sur l'association qui est un élément essentiel. Ma boîte de fringues, c'est un échec total, je suis dégoûté par l'entrepreneuriat, j'avais l'impression d'avoir tout réussi, en fait c'est un énorme échec, et je me dis que finalement plus jamais de ma vie j'allais entreprendre tellement que j'avais subi et ressenti cet échec de manière viscérale. Donc je décide de trouver un job, et je pars en consultant en recrutement dans une start-up de recrutement, et je fais mon petit bonhomme de chemin pendant 2 ans. C'était une bulle de bien-être, de dingue, parce que être salarié, il y a de la pression bien entendu, mais c'est une pression qui est différente de celle de l'entrepreneuriat où
Ce qu'il faut matin, midi et soir, c'est aller chercher l'argent pour pouvoir se payer, payer les équipes et essayer de croître. Quand on est salarié, la pression est un petit peu différente. Donc pendant ces 2 ans, j'évolue, je reprends confiance en moi, je crée un bon réseau et puis je me redonne la dynamique et l'envie de pouvoir entreprendre une 3e fois. Ça va être la suite de l'aventure. Donc pendant 2 ans, je suis dans un cabinet de recrutement et je me rends compte que les clients, ils sont pas forcément attachés au cabinet de recrutement plutôt qu'à la personne qui gère les comptes et en l'occurrence moi. Donc je me dis pourquoi ne pas lancer mon propre cabinet de recrutement. Donc je décide de lancer ma 3e boîte qui s'appelle Tatami, un cabinet de recrutement spécialisé pour les commerciaux et je décide de m'associer avec les bonnes personnes pour pouvoir croître sur ce business. Je fais jouer mon réseau et je termine par rencontrer Oussama Ammar, que vous connaissez très certainement, qui était l'un des fondateurs de The Family, un incubateur dans lequel il y avait énormément d'entrepreneurs qui lançaient des startups à tout va. Et je me suis dit que pour pouvoir me remettre dans l'engouement de l'entrepreneuriat et dans l'effervescence de ce secteur, quoi de mieux que d'aller dans The Family. C'est décidé, je lance Tatami, le cabinet de recrutement pour les commerciaux, avec The Family. On s'occupe de recruter des candidats pour des entreprises, on n'a pas réinventé la roue, simplement on a un très bon storytelling, c'est-à-dire qu'on a une communication qui nous permet de pouvoir faire la différence dans une industrie qui est relativement saturée. Et je fais ça pendant quasiment 1 an et demi. Et le recrutement, les amis, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Sauf que je me rends compte que je suis pas du tout animé par le secteur et j'arrive pas à trouver vraiment de sens au métier et à la boîte que j'ai lancée. Je tombe sur une vidéo d'un certain Maxime Blondel, aka Blondie, qui a fait une vidéo à The Family qui parlait de la création de muses. C'est un super exercice entrepreneurial, les muses, parce que ça t'oblige à faire toute la chaîne de valeur et tous les métiers d'une boîte en fait, parce que tu es obligé de décrocher le téléphone, tu es obligé de mettre en place les process emailing, tu es obligé de créer du contenu, etc. Et c'est un super exercice entrepreneurial. Donc je me renseigne sur ce qu'est une muse. C'est une boîte qui est censée s'auto-piloter, c'est-à-dire qu'on travaille qu'1 ou 2 heures par semaine et la boîte s'auto-alimente parce que c'est un petit service annexe qui permet de faire un petit peu d'argent de complémentaire. Et je me dis que la muse ce serait parfait puisque j'aurais Tatami qui me ferait de l'argent et la muse dans laquelle je pourrais imaginer quelque chose de beaucoup plus créatif qui me permettrait d'être un petit peu plus habité par cette nouvelle structure. Et donc je décide d'investiguer un petit peu la structuration d'une muse. Et donc la muse que je décide de lancer, c'est Com. En gros, je me rends compte que j'ai de plus en plus d'entrepreneurs qui n'arrêtent pas de dire qu'ils ont envie de pouvoir faire de la communication vidéo sur leur service pour pouvoir faire la différence dans des marchés saturés, mais simplement qu'en fait ça coûte beaucoup trop cher. Donc je l'ai tellement entendu que je me suis dit, est-ce qu'il y a en fait une offre qui permet de pouvoir à ces porteurs de projets, à ces entrepreneurs en devenir, de pouvoir avoir des agences qui leur créent des vidéos qualitatives, mais assez accessibles, puisqu'en fait ils n'ont pas encore les finances pour pouvoir investir beaucoup. Et donc de là me pop l'idée de me dire que je vais rendre accessible la vidéo. Et de là est né Com. Avant de passer au chapitre d'après, la finalité de tout ça, c'est dites-vous que quand vous avez des potes, des proches, des amis, de la famille, des personnes que vous connaissez pas qui très régulièrement vous disent qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui les emmerde, demandez-vous si jamais il y a un produit ou un service qui répondent à cette problématique. J'ai l'idée de Com en tête, démocratiser l'accès à la vidéo. Le problème, c'est que je ne sais pas faire de vidéo. Moi, je suis un entrepreneur qui a plus ou moins bien réussi, mais je connais pas du tout la vidéo. Donc je décide de m'associer, je fais jouer mon réseau et je dis que je suis à la recherche d'un associé pour pouvoir cofonder une structure liée au domaine de l'audiovisuel. Je rencontre pas mal d'entrepreneurs, des personnes avec qui ça fit humainement, mais techniquement pas, d'autres avec qui techniquement c'est parfait, mais le fit n'y est pas du tout, jusqu'à rencontrer Florent Vinouz, le cofondateur de Com. Florent, c'est tout l'inverse de moi. Déjà, il est plus âgé, il a 10 ou 12 ans de plus que moi, il connaît rien l'entrepreneuriat, il connaît rien The Family. Je le vois débarquer dans The Family en regardant partout en se disant mais qu'est-ce que je fous ici? Mais par contre, Flo, c'est un mec qui a fait pendant plus de 25 ans des contenus vidéo, il a été monteur, il a été au son, il a tout fait dans le domaine de l'audiovisuel. Donc sur papier, la complémentarité de nos compétences était juste parfaite. Et en plus, un petit peu comme quand vous avez rencontré votre chérie ou votre futur chéri ou potentiel, il y a un truc qui se passe. Je le vois et je sens que le feeling est là et qu'il y a potentiellement un truc à faire ensemble. Je partage mon idée de vouloir démocratiser l'accès à la vidéo et puis Flo, il arrive à un moment de sa vie où il se dit c'est le moment où j'ai envie d'entreprendre, pourquoi pas faire confiance à ce mec que je connais presque pas, qui est un ami d'amis d'amis, et finalement on se dit ok, on va le faire, et on serre la main. Pour moi, ce qui fait toute la différence quand on entreprend, c'est la complémentarité des associés. Essaye de trouver un associé qui a toutes les compétences que toi tu n'as pas, et à l'inverse, les compétences que toi tu as, ça va lui permettre de pouvoir compléter les siennes, et ça c'est le duo qui permet de pouvoir exploser n'importe quel marché, service ou produit. On serre la main avec Flo et on se dit qu'on va se lancer. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on va se lancer? Et comme on voulait démocratiser l'accès à la vidéo, on s'est dit plutôt que d'en parler à droite à gauche, en fait, produisons ce qu'on allait produire pour nos clients, mais pour nous-mêmes. Et donc on décide de faire une vidéo de présentation de Com avec quelques petites différenciations. On fait un petit peu de veille sur les réseaux, à droite, à gauche, pour voir quelles seraient potentiellement des vidéos qui nous inspirent, et on tombe sur une vidéo qui s'appelle Dollar Shave Club, où un entrepreneur et face caméra fait usage de l'humour pour pouvoir pitcher et mettre en avant son entreprise. Et les moyens ont l'air assez limités, et pour autant la vidéo a cartonné, elle a fait plus je crois de 100 millions de vues, et on se dit, ça c'est un truc qui collerait bien à Com, parce qu'on avait envie, et ça c'est notre trait de caractère commun à moi et Flo,
d'apporter un petit peu d'humour dans le positionnement de Com, parce que l'humour c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui marche avec les jeunes, les vieux, les moins vieux, avec les entrepreneurs au démarrage, comme des entrepreneurs aguerris. C'est un truc qui est un peu passe-partout et on avait vraiment la volonté de l'intégrer dans la manière dont on allait communiquer. La première, avec son téléphone, mais c'est souvent dégueulasse. La deuxième, passer par une agence de com, mais payer une équipe de 8 personnes et 12 caméras pour une vidéo d'1 minute, c'est un petit peu comme aller à l'épicerie en robe Dior, ça n'a pas d'intérêt. Donc de tout ça, on se dit qu'il y a vraiment un potentiel à incarner la structure. Donc je décide avec Flo de mettre face caméra, parce que c'est une compétence que j'ai, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. J'avais l'ego, j'ai toujours eu un petit peu d'ego toute ma vie, de me dire que j'ai envie de me mettre en avant. Donc on décide de faire une vidéo hyper courte pour rester dans les codes des réseaux sociaux, des contenus qui sont hyper efficaces, avec des traits d'humour et en incarnant la structure, parce qu'on s'est dit que de proposer un service sans avoir la figure derrière des entrepreneurs, c'était un petit peu moins impactant que si jamais on voyait la personne en question. Donc rapidement, on décide de tourner cette vidéo qu'on a fait totalement à l'arrache. On s'est mis dans une rue à Paris, face caméra. On est en juillet 2019 et on tourne notre toute première vidéo. On s'adapte en fonction de la demande. Nos équipes sont les best. Ils ont plus de 10 ans d'expérience dans l'audiovisuel et le montage. Alors comment ça marche? Tu nous envoies ton projet, on débarque avec une équipe adaptée et en 1 heure, on te fait une vidéo. La vidéo, on l'aime ou pas, mais ce qui a tout changé pour nous, c'est qu'on a décidé de poster cette vidéo sur LinkedIn. LinkedIn, c'est, il y a 4 ans, le réseau social par excellence du corporate. C'est-à-dire qu'on parle que de business, les gens sont en costard-cravate et on parle que de travail, et la place à l'originalité et aux frais, ça n'existe pas. Et on se dit avec Flo que potentiellement on peut faire la différence en postant ce contenu sur cette plateforme. Et en vrai de vrai, j'avais 2 amis, ma grand-mère et mon père, et on se dit, on n'a rien à perdre, donc tentons-le. On décide de diffuser cette vidéo sur LinkedIn, et là, ça explose. Quand je vous dis que ça explose, c'est qu'on a fait à peu près 250 000 vues il y a 4 ans sur LinkedIn, c'était incroyable. Et en quelques semaines, on a eu des dizaines et des dizaines de demandes. Et là, avec Flo, on s'est dit, on tient un truc. Et c'est là réellement que Com se lance en septembre 2019. La petite conclusion de ce chapitre, c'est essayer d'être précurseur, et notamment sur les réseaux sociaux, essayer d'identifier les réseaux qui, selon vous, vont être en explosion. Est-ce que Twitch, dans le milieu B2B, business, va évoluer? Est-ce que Pinterest le sera aussi? Est-ce que Kik, la nouvelle plateforme aux États-Unis de live, est potentiellement une plateforme sur laquelle vous pouvez aller capitaliser? Être précurseur sur un réseau, c'est avoir en fait un hack de différenciation. Vous allez arriver en mettant peu d'efforts et tout de suite prendre de la place. Donc soyez très attentifs aux nouveaux médias émergents. Donc on balance la vidéo, on a des dizaines et des dizaines de demandes. On commence à faire un premier contenu, un deuxième, un troisième. Moi je suis un petit peu entre Tatami historiquement et Com, sur lequel je fais à peu près du 50-50. Finalement je me rends compte qu'il y a un potentiel tellement énorme avec Com que je décide de liquider la boîte. Tatami, c'est terminé et je me focus à 800% sur Com. On commence à rentrer quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, déjà en quelques semaines à peine. Et on décide très rapidement d'intégrer un nouvel associé parce qu'on se rend compte qu'il y a un sujet sur lequel on sent qu'on est un petit peu fragile, c'est la structuration et les process. De là, on rencontre Guillaume, le 3e associé minoritaire de Com, qui arrive après le lancement de Com et qui nous dit « J'ai eu un coup de cœur pour votre boîte, j'avais monté une agence de communication il fut un temps, et j'aimerais bien rejoindre l'aventure parce qu'en fait, Com, ça m'embarque. » Et donc on discute, on échange, et on se dit que Guillaume, qui a déjà eu une agence de contenu vidéo, qui est en plus ingénieur et qui a vraiment cet aspect structuration, on allait l'intégrer chez Com avec ce qu'on appelle un vesting. Donc un vesting, c'est simplement de dire qu'avant qu'on donne des parts, on va s'assurer que ce soit la bonne personne en termes de compétences, que ce soit la bonne personne en termes de fit humain, et que s'il répond à tous ces critères, on allait lui allouer les 5% en l'occurrence de la structure. Et il s'avère qu'après quelques mois, il a été parfait, donc il a récupéré 5% de co. Donc là, on est le trio du démarrage. On commence à créer du contenu pour des grands groupes, LVMH, L'Oréal, Uber. Donc on commence à vouloir intégrer des premières personnes chez Com. Donc on recrute nos premiers stagiaires. On continue à communiquer sur nous parce qu'on se rend vraiment compte que ce qui fait la différence, c'est les vidéos qu'on produit, mais c'est aussi et surtout la manière dont on communique sur nous. Parce qu'à chaque fois, on a quelques petites vidéos de communication qui sont assez décalées et qui plaisent même aux plus grands comptes. De nos jours, communiquer en vidéo, c'est juste devenu la base pour son business. On se rend compte que le milieu de l'agence, c'est extrêmement saturé. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais il y a autant de boucheries à Paris que d'agences de communication. Il y en a 30 000. Donc autant te dire que pour faire la différence, il fallait qu'on fasse quelque chose différemment. Et faire quelque chose différemment pour Com, c'était d'être complètement taré. Et en fait, on s'est vraiment dit qu'avec des contenus qui étaient totalement décalés, avec le fait d'incarner l'entreprise, on allait faire la différence et pour le coup, ça a bien fonctionné. Merci les gars, parfait, on coupe, on se voit demain. La petite finalité de tout ça, c'est encore une fois l'association, c'est absolument majeur. Cultivez aussi votre différenciation, même si vous êtes dans un marché qui est très saturé. Essayez de trouver le moyen de pouvoir faire la différence par rapport à des concurrents. Et si vous le sentez viscéralement, c'est que c'est la bonne chose à faire.
Tout est parfait pendant quasiment 6 mois et là, le Covid tombe. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Là, c'est la panique à bâbord. On se dit que, en fait, on va plus pouvoir tourner. Donc, comme c'était juste 6 mois de kiff et de croissance absolue et qu'en fait, tout allait s'arrêter. Et on décide de s'appeler avec Flo et avec Guillaume et on se dit, ok les gars, qu'est-ce qu'on fait? On pouvait plus tourner, c'était une évidence. On avait un petit peu d'argent de côté et heureusement d'ailleurs. Et on décide en fait de réfléchir à comment est-ce qu'on allait rester le plus visible possible parce qu'on ne savait pas en fait quand est-ce qu'on allait pouvoir retourner et si le Covid allait durer une année ou si c'était qu'une semaine. On communique énormément autour de nous pour qu'au moment où on sort du Covid, finalement on ait des entreprises qui viennent nous demander des contenus vidéo. Finalement, quelques semaines ou mois après, l'État autorise les boîtes de production et les agences à pouvoir reprendre les tournages. Et tout le travail qu'on a fait de créer du contenu autour de nous, ça nous a permis que quand on ait cette relance, que pas mal d'entreprises en fait nous recontactent pour pouvoir recréer du contenu parce qu'en fait elles en avaient besoin pour pouvoir relancer de la dynamique. Heureusement qu'on avait communiqué autour de nous et ça nous a permis de pouvoir être très peu atteints par cette période compliquée. Le petit tips de ce chapitre, c'est vraiment d'essayer d'être le plus agile possible. C'est hyper important que quand vous ayez des moments, que ce soit pour un Covid, pour une situation géopolitique, que vous ayez la latitude et l'agilité de pouvoir changer, switcher, proposer de nouvelles choses. Sinon, vous risquez potentiellement de couler si jamais vous n'arrivez pas à être aussi agile que nécessaire. Pendant toute la première année, c'est la croissance. On a eu un an extraordinaire, on continue à créer de plus en plus de contenus, on a des contenus qui sont des contenus digitaux, quelques nouveaux spots télé, on commence à recruter des premières personnes, donc on commence à être une vraie équipe. On fait plein de contenus vidéo jusqu'au moment où on a une personne qui nous fait confiance pour pouvoir nous donner la responsabilité de faire son tout premier spot télé. Et cette personne, c'est Louis, le CEO et fondateur de Merci Andy. Livraison gratuite, les 30 € d'achat. Rendez-vous sur mercyandy.com. Merci Andy, les cosmétiques du quotidien, aux extraits d'arc-en-ciel. Et ça a été le moment où on a passé une nouvelle étape avec Home puisqu'on a créé un contenu, un spot télé à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la marque qui était la marque la plus visible puisque Merci Andy c'est des gels hydroalcooliques. Pendant la période du Covid, autant vous dire que c'était une marque qui était hyper visible. Et comme c'est Com qui a produit le spot télé dont ils ont été extrêmement fiers et qu'ils ont partagé sur tout leur réseau, ça nous a fait passer une nouvelle étape. Et ça montre la puissance en fait des clients et de leur rôle d'ambassadeur parce qu'en fait un client qui est content, c'est un client qui va partager sur ses réseaux, c'est un client qui va parler de toi auprès de toutes ses amis, de ses audiences, de ses clients potentiels et ça permet vraiment d'être un hack au niveau de ta croissance. Donc honnêtement cette année elle se termine avec que des choses qui étaient extrêmement positives, des clients contents, pas mal de chiffres d'affaires, des recrutements qui marchent bien, une culture puissante. C'est vraiment un chapitre assez extraordinaire. Les petits tips de ce chapitre, c'est vraiment qu'il est hyper important de recruter les bonnes personnes parce qu'une personne dans une boîte peut faire toute la différence. Alors une équipe entière, ça peut être juste incroyable. Soyez très attentifs à ce que vos clients soient contents de vos services parce qu'un client qui est content, c'est un client qui peut réacheter chez vous, c'est un client qui va parler de vous autour de vous. Et ça, c'est vraiment l'un des moyens de pouvoir avoir une croissance exponentielle. Et le dernier conseil, c'est vraiment d'être très attentif à l'exécution et vous allez voir que ça aura été un gros problème pour nous un petit peu plus tard dans la croissance de Com. Dans ce nouveau chapitre, j'ai envie de parler de la diversification. La diversification, c'est le moment où vous allez proposer de nouvelles choses à vos clients. C'est ce qu'on appelle aller proposer de nouvelles verticales d'offres et plus essentiellement ce sur quoi vous étiez connu au démarrage. Et pour nous, ça nous permettait en fait de pouvoir aller chercher encore plus et encore plus vite. On a toujours eu ce trait de caractère avec Flo de vouloir construire une entreprise qui explosait, qui allait être énorme. Et notre diversification à nous, ça a été de lancer Commedia. Commedia, c'était un média business où on parlait de sujets entrepreneuriaux, business, etc. mais avec des formats qui étaient hyper créatifs. Et on l'a fait parce qu'on a été assez malin. On a pensé qu'en ayant un média qui soit vraiment très quali, ça allait être le meilleur moyen pour nous de pouvoir créer de la relation et créer du lien avec des prospects potentiels. Parce que si demain vous voulez faire une vidéo pour LVMH et que vous contactez la directrice communication en disant « Bonjour, j'aimerais vous proposer mon service », vous avez quasiment 100% de chance que la personne ne vous réponde pas. Si à l'inverse, vous contactez cette personne en lui disant « J'adore ce que vous faites et je trouve que votre travail est extrêmement pertinent dans votre entreprise et j'aimerais que vous puissiez en parler sur notre média, Commedia, qui fait plusieurs milliers de vues ». Là, il faut aussi un petit peu savoir storyteller, raconter une histoire autour d'un truc qui est en démarrage. Et que le format est très beau et que vous avez déjà invité pas mal de personnes de votre réseau qui ont un petit peu d'impact, en fait les personnes vont a priori dire oui. Parce qu'en fait n'importe quelle personne a envie de parler de soi. Quand on dit qu'une personne nous inspire, en fait ça fait plaisir. Et si en plus c'est dans un format qui est très qualitatif, vous avez quasiment 100% de chance que la personne vous dise oui. Et on s'est rendu compte qu'on a très facilement réussi à avoir énormément de très beaux invités qui nous ont permis de pouvoir tisser des liens, qui nous ont permis par la suite d'avoir en fait de plus en plus de clients.
Oh là 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 là, sauvé par le gong. Et ce média, ça a été l'un des événements qui nous a vraiment permis de passer à une étape supérieure. Parce qu'en fait, on a laissé le nom Com dans le média volontairement pour qu'en fait ça se diffuse partout et qu'en fait les gens entendent parler du nom Com à droite à gauche et pour que n'importe quelle personne qui pense à la communication pense à Com de manière générale. Et ça, c'est vraiment la stratégie des top of mind, c'est-à-dire dans la tête des gens. Grâce à ce média, j'ai même fait quelques passages télé, je suis allé sur Bismart, sur BFM, etc. Donc j'ai commencé à crédibiliser un petit peu plus Com et me rendre plus légitime à pouvoir aller contacter des plus grands comptes pour aller chercher des comptes qui ont un petit peu plus de budget et donc qui nous permettent d'aller chercher un petit peu plus de marge. Vous nous posez beaucoup de questions entreprises sur comment gérer votre présence sur les réseaux et on va faire ça avec un expert en la matière. Il s'agit d'Harold Gardas. Bonjour Harold. Bonjour. Harold Gardas, bonjour, vous êtes président et cofondateur de Com. Le petit type de ce chapitre, c'est vraiment d'essayer de diversifier vos offres, essayer de trouver des complémentarités à ce que vous proposez à vos clients, ce qu'on appelle soit de l'upsell, soit du cross-sell. Et la diversification, c'est vraiment un essentiel de croissance. Et la seconde chose, c'est essayer de trouver le moyen, une interview, un podcast, peu importe la typologie du contenu, mais un moyen de pouvoir tisser du lien avec votre prospect idéal en l'invitant sur un format qui est très qualitatif. Même s'il faut investir dans la location d'un studio ou autre, ça vous permettra vraiment d'aller chercher du potentiel de pipe commercial, donc de business potentiel auprès de certains prospects. On est à 3 ans, tout a été relativement idéal, sauf qu'à 3 ans, on n'est plus vraiment une start-up et on n'est pas encore vraiment un grand groupe, et c'est une phase qui est très particulière dans n'importe quelle vie d'entrepreneur. On commence à être nombreux, on recrute pas mal de monde et on se rend compte qu'avec Flo, on est entrepreneur, qu'on est bon à faire plein de choses, mais qu'on n'est pas excellent en fait dans des domaines d'expertise précis. Donc c'est là que l'intérêt de recruter des profils qui sont en fait vraiment experts a son importance. Et surtout la puissance de déléguer, de savoir laisser faire à des gens des choses sur lesquelles en fait ils sont vraiment experts. Typiquement, la partie communication, je l'ai fait un petit peu à l'arrache au début, mais il faut vraiment avoir une personne qui soit dédiée à ce sujet et qui ait de l'expérience pour pouvoir le faire. Et en fait, des gens comme ça, c'est des gens qui coûtent cher. Et quand on se lance dans une entreprise au démarrage, c'est dur de les payer. C'est pour ça qu'il faut tout faire par soi-même. Mais il y a un moment donné où quand on est entrepreneur, il faut savoir aussi réussir à déléguer auprès des bonnes personnes. Et donc, on commence à structurer ce qu'on appelle des pôles. Donc, on a des directeurs de pôles, ce qu'on appelle même des head-off, qui est un petit peu plus sexy en anglais, qui viennent pour pouvoir piloter des segments d'entreprise, des typologies de missions, et aussi manager les équipes sous-jacentes. Et donc là, on a une structuration qui permet de pouvoir avoir des zones de génie. D'autant plus que moi je suis un entrepreneur qui part dans tous les sens. Il y avait une running joke chez Com qui était que j'arrivais dans les bureaux et je disais les gars, j'ai une nouvelle idée, et que tout le monde partait à droite à gauche parce que c'était eux qui étaient dans l'exécution. Et finalement, d'avoir des idées créatives mais qui soient pilotées par des bons experts, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir avoir des idées qui soient fonctionnelles. 3e année, c'est un délire. On est à l'Accor Arena, on rencontre Cyril Gann, on part aux États-Unis pour pouvoir tourner avec Blaise Matuidi, on fait des spots télé assez ouf. On fait même un clip de rap, n'importe quoi, mais une année juste incroyable. Bon, j'ai même été élu dans Forbes de 30 Under 30, bref. Bon, tout ça c'est bien beau, mais vous allez voir que pendant la 4e année, sur le chapitre d'après, c'est là que ça se gâte. Les petits tips de ce chapitre, c'est vraiment le fait de savoir déléguer. Et correctement déléguer, c'est pas simplement dire à une personne, tiens, fais-le. C'est de mettre la personne dans le bon cadre pour pouvoir correctement récupérer les missions. Donc ça veut dire donner du contexte, ça veut dire expliquer, ça veut dire passer du temps. Il faut vraiment investir du temps court-termiste pour pouvoir vraiment réussir à correctement déléguer et que la personne puisse le faire encore mieux que vous. Le deuxième petit conseil, c'est aussi soyez excellent dans 3 sujets plutôt que moyen dans 10. Et plus vous allez grossir, plus on va venir vous chercher pour une expertise plutôt que d'être un petit peu moyen partout. Et le dernier petit conseil, c'est vraiment de structurer tous vos process. Ça vous permet de pouvoir grossir beaucoup plus facilement dans la durée. C'est un petit peu comme les caplas, je pense que tu y as déjà joué quand tu étais petit. Il faut qu'en fait la base de vos caplas soit extrêmement solide pour que vous puissiez monter une tour qui soit en fait la plus solide possible. Si le démarrage qui sont vos process, l'administratif, le juridique, c'est un petit peu bancal, ça va être très compliqué de construire une tour la plus haute possible. C'est là que la 4e année arrive et que c'est clairement la descente aux enfers. On a connu 3 années d'hypercroissance. On décide de se repositionner, donc on va passer d'une boîte de production à un modèle d'agence parce qu'on se rendait compte qu'on était un petit peu frustrés. Nos clients avaient des super belles vidéos, mais ils les diffusaient pas correctement, ils les avaient pas correctement pensées en amont. Donc on décide de repositionner ce modèle pour pouvoir en fait les accompagner non plus que sur la prod, mais sur aussi la strat et la diffusion. Donc déjà, première chose, c'est qu'on se repositionne et ça veut dire qu'on va en fait proposer un service qui est totalement différent à nos clients. On a aussi le fait qu'on passe à une stabilité d'entreprise qui nécessite d'avoir plus de process, dont je vous ai parlé, on commence à être beaucoup plus nombreux. Et avec l'hypercroissance, on recrute beaucoup plus rapidement
Ce qui fait qu'on néglige un petit peu les étapes de recrutement et qu'on recrute un petit peu à tout va sans pour autant avoir beaucoup d'attention comme ce qu'on faisait au préalable. Je dois faire face à un bad buzz parce qu'on avait lancé une émission sur l'environnement et que quelqu'un a repris une photo de moi où j'étais à Dubaï en disant que en fait je m'en foutais de l'environnement. Ça a été une gestion de crise que j'ai dû gérer. On a un marché qui est extrêmement tendu parce qu'on sait que la conjoncture économique actuelle elle est quand même très particulière et ça arrive un petit peu au même moment que tout le reste. Et pour finir, on a une proposition de rachat, donc on pourrait se dire que c'est une excellente nouvelle, et ça l'a été dans le passé. Mais simplement, quand on se fait racheter, il y a une phase de ce qu'on appelle la due diligence, donc c'est-à-dire qu'on va analyser tous les comptes pour s'assurer qu'en fait, l'entreprise soit réellement solide et fasse réellement du chiffre. Sauf que pendant une phase de due deal, en fait, vous êtes totalement défocus de votre business et de vos équipes. Ça nécessite énormément de temps à investir pour pouvoir piloter, pour pouvoir ressortir plein de documents, échanger avec votre potentiel acquéreur, et finalement, on est totalement défocus. Et quand vous mettez tous ces ingrédients dans un pot, que vous mélangez, et il sort de la merde. Donc tout ça compilé, on est des focus des équipes, on a mal recruté, on a un marché qui est tendu, on s'est repositionné, on a des nouveaux clients qui sont des grands comptes, donc les cycles de vente, c'est-à-dire le moment où vous proposez de vendre votre produit ou votre service, et le moment où en fait on vous dit oui, c'est passé de 1 mois à quasiment 6, donc en fait on a tout ce delta, toute cette différence qui fait qu'on n'a pas d'argent qui rentre, et donc en fait qu'on a un BFR, un besoin en flux de roulement qui est vachement affaibli, c'est-à-dire qu'on a moins d'argent, moins de trésorerie, alors pour autant on vend des produits, c'est simplement qu'en fait les délais sont beaucoup plus longs. Et donc tout ça, ça fait que ça a été extrêmement compliqué. On a des gens qui sont partis de chez Com alors que c'était les plus anciens parce que le repositionnement, c'est plus ce pourquoi ils étaient venus chez Com. Ils voulaient faire de la prod vidéo. Maintenant, on leur parle d'agence au sens large. Donc on a des départs, on a des gens avec qui ça se passe mal parce qu'on a mal recruté. On est des focus des équipes, donc on sent qu'il y a un peu de distance et donc du coup, on a du mal à les embarquer. Le marché est compliqué et donc là, c'est vraiment une année dans laquelle on a eu énormément d'impact financièrement, émotionnellement. Moi et Flo, on est des gens qui sommes relativement émotifs. Ça a des avantages pour les équipes parce qu'on est embarqué à 200%. Et ça a ses inconvénients, c'est que quand il y a des difficultés, on les sent vraiment en perso. Et notamment quand on parle de l'équipe, choses sur lesquelles on n'avait jamais eu de problématique, ça a été un moment horrible à vivre, mais la réalité de l'entrepreneuriat. Les petits tips de ce chapitre, c'est dites-vous bien que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Quand vous avez un moment où tout va bien, anticipez le fait qu'à un moment donné, ça ira moins bien. Mais rappelez-vous que quand ça ira moins bien, il y aura des moments de haut aussi. Et chaque moment de difficulté, c'est ce qui donne de la saveur à tous vos moments de réussite. Deuxième petit tip, c'est gérer le bad buzz. Quand vous créez du contenu autour de vous, ça a vraiment plein d'avantages, on en a parlé, le fait d'être top of mind, etc. Mais simplement, les gens vont vous voir, vous êtes visible, donc vous devez être extrêmement attentif à être absolument parfait sur les réseaux et à minimiser les chances qu'on puisse vous attaquer dessus parce que ça peut avoir un vrai impact sur votre business de manière générale. Et le dernier petit conseil, c'est que de changer, c'est bien, mais le changement, ça nécessite du temps. On s'était vraiment dit que de passer de boîte de prod à agence, on allait le faire comme ça du jour au lendemain, alors qu'en fait, il faut embarquer les équipes, il faut faire comprendre aux clients, il faut communiquer, et ça, c'est un truc qui doit se faire de manière transitoire et dans la durée. Donc ne précipitez pas un repositionnement. Donc là, on a terminé le chapitre 1 de Com et on va ouvrir le nouveau chapitre, le chapitre 2, qui va être le renouveau de Com. On a enfin réussi à stabiliser les équipes, on a enfin réussi à faire comprendre à nos clients qu'on était une agence, on a réussi à recréer une culture et un dynamisme d'entreprise. Ça a été extrêmement compliqué. Et là, je t'en parle comme ça dans une vidéo de 35, 1 heure, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Crois-moi que c'est extrêmement dur à vivre, mais c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est savoir se prendre des coups. Et sur cette nouvelle saison de Com, il y a plein de belles choses qui arrivent. On a levé un petit peu de sous, un peu moins d'1 million d'euros, dans le but de pouvoir racheter des entreprises, donc croître de manière encore plus grosse. On a lancé Capsule. On me demande souvent si le cours de l'or peut être manipulé. Je vais vous répondre tout de suite. La réponse, c'est oui. On a racheté un studio de branding qui s'appelle Les Tantines. On a repositionné notre média qui s'appelle Meraki. On est sur une phase de lancement potentiellement d'une boîte dans l'événementiel. On a lancé une émission avec la BPI qui s'appelle Flair, qui est un talk show pour entrepreneurs. Bienvenue dans votre nouvelle émission Flair. Voilà, donc tout n'est pas encore totalement parfait, mais on est vraiment sur la remontada. Et encore une fois, c'est ça qui caractérise et illustre l'entrepreneuriat. Les petits tips de ce chapitre, c'est vraiment de vous dire que l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est des hauts et des bas. Et surtout, quand vous entreprenez, il ne faut pas se dire que vous allez entreprendre pour un objectif final d'être millionnaire. Ça arrivera fondamentalement si vous faites correctement ce que vous faites, mais c'est tellement dur l'entrepreneuriat qu'il faut que vous preniez plaisir à chaque moment, au moment de réussite, au moment d'échec, au moment de doute. C'est ça qui caractérise l'entrepreneuriat et c'est là-dessus que vous devez prendre du plaisir. Et le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est soyez vraiment orienté sur la rentabilité de votre entreprise, le fait de générer de l'argent. Parce que quand on a failli revendre Com, la valorisation de la boîte, donc c'est le montant qu'on allait potentiellement nous racheter, c'était basé sur la rentabilité, donc ce qu'on appelle même l'EBITDA, c'est la marge nette, l'argent qui vous reste après les impôts, etc. Et vous faites un multiple de ça. Et le multiple, ça dépend de votre secteur, de votre marché, de plein de choses. En l'occurrence, nous, c'était entre x6 et x12. Donc rapidement, ça peut faire pas mal de sous et c'est ça qui doit driver la croissance de votre entreprise.
J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ça va te permettre de pouvoir appliquer certains tips pour pouvoir croître de manière encore plus rapide et exponentielle. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire pour me faire découvrir ton entreprise, j'irai jeter un petit œil et te donner un petit peu de force. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et force à toi.